Et alors aujourd'hui, nous allons parler d'une ressource vitale car elle compose les 2 tiers de notre corps. Nous allons parler de l'eau. Quelle est la valeur de l'eau? C'est la question à laquelle un rapport de l'ONU publié ce lundi à l'occasion de la Journée mondiale de l'eau a essayé de répondre. Je vous invite à lire ce rapport en ligne car la réponse est complexe et elle dépend du lieu où l'on vit. D'où l'intérêt de cette conférence ce soir qui va donner la parole à des intervenants en Europe et en Afrique, plus particulièrement au Sénégal. Le Sénégal qui accueillera d'ailleurs l'année prochaine le Forum mondial de l'eau. Et je salue au passage l'Institut français de Dakar qui est avec nous ce soir. L'eau est donc une ressource rare, nous allons le voir, et mal répartie. Par exemple, en pleine pandémie de Covid-19, sachez que plus de 3 milliards de personnes n'ont pas accès à des installations correctes pour se laver les mains et que 2 établissements de soins sur 5 en sont dépourvus. Et avec l'accélération des changements climatiques, la croissance démographique, l'urbanisation, l'érosion de la biodiversité, la gestion de cette ressource vitale est de plus en plus complexe. Alors, finalement, de quelle quantité d'eau disposons-nous sur cette planète? Quels sont les impacts de l'urbanisation? Quels sont les impacts de nos choix agricoles? Quelles sont les solutions techniques aussi et les méthodes de gestion qui vont pouvoir nous aider à mieux gérer cette ressource? Comment la recherche et l'innovation peuvent contribuer à apaiser notre soif de vivre harmonieusement sur cette planète? Nous allons en parler tout de suite avec nos intervenants. Je vous signale, avant de vous les présenter, que vous aurez la parole, vous tous qui êtes connectés avec nous. On me dit que vous êtes de plus en plus nombreux, là, que ça monte. Donc, voilà, vous aurez la parole d'ici 20 heures. Alors, une parole virtuelle, hein, ça se passe par le chat. Donc, n'hésitez pas, au fur et à mesure que vous avez des questions, à les poser. Et la dernière demi-heure, c'est-à-dire en gros entre 20 heures et 20h30, je relayerai vos questions auprès de nos intervenants. Alors, nos intervenants, les voici. Je vous présente tout de suite à Bruxelles. Geneviève Pons, bonjour. Vous êtes directrice générale du think tank Europe Jacques Delors et membre de la mission européenne Starfish 2030 que vous allez nous présenter dans un instant. À Montpellier, Éric Servat est avec nous. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur du Centre international sur l'eau de l'UNESCO. À Dakar, Alioune Khan est avec nous. Bonjour. Ah oui, il faut ouvrir, fermer les micros, c'est compliqué. Oui, bonjour. Bonjour depuis Dakar. Bonjour depuis Dakar, vous êtes professeur titulaire de géographie spécialisé en hydrologie continentale à l'université Cheikh Anta Diop. Et Didier Orange est aussi avec nous, bonjour. Bonjour. Vous êtes éco-hydrologue, chercheur à l'IRD au sein de l'équipe Écosol et vous êtes en poste à Dakar, à l'Institut sénégalais de recherche agronomique, où vous travaillez notamment sur le concept Smart Clean Garden que vous allez nous détailler ce soir. Mais pour être transparent avec notre auditoire, hein, aujourd'hui, vous êtes en Sologne. Voilà, vous n'êtes pas à Dakar. Alors, on va démarrer avec vous, Éric Servat. Tout d'abord, on va démarrer en essayant de faire un état des lieux, si vous voulez bien, de cette ressource en eau qui est disponible sur notre planète. Éric Servat, en fait, l'eau que nous pouvons utiliser, nous, les humains, elle est finalement assez rare et assez mal répartie sur notre planète. Oui, elle est assez rare et je vais, pour vous en donner une idée, je vais partager avec vous une image qui est vraiment très révélatrice de cette situation. Voilà, je pense que j'y suis presque. Oui, vous y êtes, on la voit, Voilà. cette image. Donc, vous voyez cette image, en fait, elle vous donne plusieurs éléments et le tout est rapporté à la sphère que représente notre planète. Donc, vous voyez que vous avez la plus grosse de ces petites sphères bleues qui correspond à l'eau qu'on trouve à la surface de la Terre. Et puis après, vous avez une petite sphère bleue qui est juste à côté, que vous voyez et qui est l'eau que nous pouvons consommer parce qu'elle n'est pas salée. Et enfin, il est possible que vous ne la voyez même pas,
vous avez une toute petite sphère en dessous de la précédente qui correspond à l'eau qui coule dans les rivières et qui s'accumule dans les lacs. Vous voyez que par rapport à la surface, au volume de notre planète, ça correspond à des volumes qui sont, on pourrait presque le dire, ridiculement faibles. Et en fait, on le comprend assez bien, hein. Juste pour vous donner quelques chiffres, parce qu'il faut toujours éviter de donner trop de chiffres, mais juste pour vous donner quelques chiffres, il y a à peu près 1400 millions de kilomètres cubes d'eau à la surface, enfin sur notre planète. Et là-dessus, vous en avez seulement 2,5% qui sont de l'eau douce. Seulement 2,5% de cette eau correspond à de l'eau douce. Et il y a simplement 0,5% de ces 2,5% d'eau douce qui sont ce qui constitue cette forme liquide facilement accessible que sont les lacs et les rivières. Donc vous voyez que c'est réellement une ressource extrêmement fragile et qu'il est absolument nécessaire et vital, comme vous l'avez dit tout à l'heure, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, il est absolument vital de tout faire pour la préserver. Oui, parce que le reste de l'eau douce, finalement, on va peut-être arrêter de partager l'écran, mais le reste de l'eau douce qui est disponible, finalement, ne l'est pas parce il est gelé, il est au pôle. Alors, il est pas entièrement gelé. Vous avez une partie de cette eau qui est de l'eau souterraine et qui donc est plus difficilement accessible quand ça ne génère pas automatiquement des sources auxquelles on peut venir s'approvisionner. Et puis vous en avez effectivement qui est gelé, difficilement accessible, etc. Donc il y a un vrai besoin de préserver la ressource qui est facilement accessible parce que finalement c'est toujours la même qu'on va utiliser. On va l'utiliser, on va donc d'une certaine manière la polluer, il va falloir la traiter, elle va être remise en circulation et puis c'est un cycle. Et finalement, ce cycle-là, c'est celui qui nous permet de vivre tout simplement au quotidien, puisque vous le rappeliez tout à l'heure, notre corps, par exemple, est aux 2 tiers constitué d'eau. Et si on ne boit pas au bout de 3 jours, on peut considérer qu'on n'arrive plus, qu'on est mort, qu'on n'arrive plus à vivre. Alors, je me souviens d'un hydrologue qui m'avait dit que l'eau que finalement nous avions à disposition sur notre planète, c'était la même que celle du temps des dinosaures, parce que Geneviève Ponce, en fait, cette, euh, cette eau à laquelle nous avons accès, c'est le résultat d'un cycle que l'on apprend à l'école finalement, hein. Quand on est petit, on a tendance parfois à l'oublier. Et avec la mission européenne Starfish, c'est justement sur toutes les dimensions de ce cycle que vous essayez de vous impliquer pour voir comment est-ce qu'on peut mieux gérer cette eau. Alors, je vous laisse nous présenter rapidement cette mission et quelle est son ampleur et en quoi elle peut nous aider à mieux gérer cette ressource en eau et à mieux comprendre aussi l'ampleur de la ressource que nous avons à gérer. Ah, vous cherchez à partager l'écran, c'est ça? Oui, je suis vraiment désolée, je ne trouve pas le document à partager. Je ne sais pas si quelqu'un de chez vous pourra m'aider. Mais ce que je voudrais, c'est un petit peu compléter ce qu'Éric Servat a dit. Effectivement, la ressource en eau et en particulier la ressource en eau potable est toute petite, mais il y a un autre élément qu'il faut comprendre et que j'aurais aimé partager avec vous, c'est à quel point tout est lié. Et ce que je voulais vous montrer, c'était ce cycle de l'eau. Et ce cycle de l'eau, je voulais vous le montrer parce que cet aspect de cycle a vraiment inspiré la mission Starfish 2030, c'est-à-dire de considérer les eaux, l'ensemble des eaux de la planète dans leur entièreté et dans leurs relations. C'est-à-dire que il y a la mer, qui est énorme, enfin qui représente 71% de la planète. Il y a les lacs, les rivières, les eaux intérieures, les eaux souterraines. Mais tout ça fait partie d'un grand cycle, et c'est non seulement un grand cycle de l'eau, mais c'est un grand cycle du climat. Et tout est lié. Et peut-être une chose très simple que tout le monde comprend, si vous oubliez une bouteille en plastique en haut du Mont Blanc, vous avez une chance très importante qu'elle finisse sa course en Méditerranée, et puis finalement au fond de la Méditerranée, puis dans la chaîne alimentaire, et vous allez l'ingurgiter.
Donc, vous avez quelque chose qui est vraiment à comprendre par les habitants de cette planète, c'est à quel point leurs actions, même s'ils se trouvent quelque part au centre en Europe ou en Afrique, loin de la mer, à quel point leurs actions vont avoir un effet sur l'ensemble de ce circuit hydrologique. On pourrait voir la planète comme un ruissellement. Et donc, ça peut avoir si vous êtes même, admettons, vous êtes en République tchèque, vous n'avez pas autour de vous de mer, vous n'êtes pas un État riverain, mais vous êtes sur des bassins versants. Et en particulier, vous allez avoir dans cette région d'Europe une influence sur ce qui va se produire en mer Noire, c'est-à-dire vous avez le bassin du Danube qui traverse une grande partie de l'Europe et vous avez la mer Noire qui est désormais une des mers les plus polluées, même plus que la Méditerranée. Donc il faut prendre conscience tous que ce que nous faisons a un impact très important. Et vous parliez tout à l'heure de l'agriculture. En Europe, c'est parce qu'on n'a pas fait attention suffisamment aux intrants agricoles que l'on a pollué nos cours d'eau. Alors, on va y revenir tout à l'heure, parce qu'on va parler de l'importance justement des choix de nos modèles agricoles. Didier Orange, je le disais en vous présentant, vous êtes éco-hydrologue. Alors, ça fait un petit peu écho, sans jeu de mots, à ce que vient de dire Geneviève Pons, parce que justement, c'est un peu une nouvelle façon de travailler sur l'eau, où en fait, on mélange plusieurs disciplines pour comprendre justement cet écosystème autour de l'eau. Tout le monde a compris que dans l'éco-hydrologie, on entendait écologie et hydrologie. Donc, l'éco-hydrologie se définit comme une science de la fonctionnalité des écosystèmes basée sur la dualité qu'a voulu évoquer Madame Pons, la dualité entre le monde biologique et l'eau. Et donc, en fait, il s'agit d'associer des chercheurs de disciplines différentes, donc d'activer la pluridisciplinarité pour étudier ensemble, de façon conjointe, les cycles de l'eau. J'ai bien dit au pluriel, les cycles de l'eau, parce qu'il y a des cycles locaux, il y a des cycles régionaux, il y a des cycles mondiaux, et tous ces cycles interfèrent les uns les autres, en fonction ou avec les cycles biologiques. Alors c'est ça aussi la motivation de l'éco-hydrologie, c'est réellement pour agir. Donc en fait, c'est pour contrôler, assurer, retrouver aussi la résilience des écosystèmes que l'on va étudier et se dire que si j'agis sur différentes fonctionnalités du cycle de l'eau, je peux intervenir sur, par exemple, la biodiversité. Et par contre, et inversement, si j'agis sur la biodiversité, je peux agir ou interagir sur les différents paramètres des cycles de l'eau. Oui, tout cela en tenant compte évidemment de la manière dont les personnes utilisent l'eau, que ce soit en zone rurale, en zone urbaine, avec les habitudes de chacun. Alors, à Lyon Cannes, justement, on essaye là de faire un peu un état des lieux. On est parti de la planète et on va zoomer sur le Sénégal. Au Sénégal, comment est-ce que vous pourriez dresser un état des lieux de la situation dans votre pays, justement, par rapport à tout ce qui vient d'être dit? Je vous remercie. Je crois que mes prédécesseurs l'ont déjà dit, vraiment l'eau est une ressource précieuse, essentielle ici pour la vie. Bon, elle est au carrefour de deux choses essentielles. Elle est indispensable à la vie, mais également elle est indispensable à l'environnement et également au développement. Et justement, en descendant de l'échelle, on tous cette crise mondiale de l'eau, donc on peut décliner à plusieurs échelles, mais en descendant ici un peu à ce que je dirais l'échelle locale, au Sénégal, bon, dans une situation particulière, nous sommes en Afrique de l'Ouest, nous sommes dans une zone souvent soumise aux sécheresses, à la désertification, etc., au manque d'eau. Souvent aussi, nous avons dit que nous étions des sociétés très techniciennes, etc. L'eau représentant la vie, donc il faut arriver à maîtriser ces eaux-là. Et c'est ce à quoi nous essayons un peu de nous atteler à travers la recherche de connaissances, la recherche de techniques, mais également à travers des actions
du gouvernement, etc., pour essayer de réaliser la maîtrise de l'eau, parce qu'il nous faut avant tout de l'eau pour espérer aller vers le développement. Alors, quand on rentrera plus en détail dans la discussion, on pourra faire un peu l'inventaire de toutes ces ressources en eau que nous avons dans un pays comme le Sénégal, voir tous les efforts, en tout cas, qui ont été faits, hein, pour donner de l'eau aux populations, pour donner de l'eau à la nature, etc. Donc, pour essayer un peu de préserver la vie, l'environnement, les écosystèmes. Oui, alors on va venir un petit peu dans le détail, en effet, parce qu'on va parler notamment des villes. Hein. Éric Servat, plus de la moitié de la population mondiale vit désormais en ville. On le sait, ce phénomène d'urbanisation s'accélère. Alors, quelles sont les conséquences sur l'accès à l'eau? Alors effectivement, la question de l'urbanisation, globalement, c'est l'ensemble de l'humanité qui s'urbanise d'une certaine manière, si on peut utiliser cette expression-là. Effectivement, dans quelques années, c'est même 70% de la population mondiale qui vivra dans des centres urbains. Et en particulier, le continent africain n'est pas épargné par cette lame de fond en ce qui concerne l'évolution de nos sociétés. L'urbanisation est un phénomène important et ce qu'on constate souvent, c'est que dans un certain nombre de pays, et c'est notamment le cas en Afrique subsaharienne, mais pas seulement, on constate qu'il n'y a pas toujours les infrastructures nécessaires pour accueillir ces populations, ou qu'en tout cas, les infrastructures nécessaires se mettent en place moins vite que n'arrivent les populations dans ces métropoles qu'on constate aujourd'hui. Et c'est d'autant plus criant que ces phénomènes de densification de population en milieu urbain, dans certains endroits, transforment des centres, des villes, telles qu'on peut les imaginer, des métropoles, en mégapoles. Et là, ce sont vraiment des populations extrêmement importantes qui se retrouvent dans des conditions d'insalubrité parce que l'eau potable n'est pas ou que peu accessible et qu'en même temps, les réseaux d'assainissement qui doivent donc permettre d'avoir une hygiène globale d'un meilleur niveau, ces systèmes d'assainissement ne sont pas toujours disponibles non plus. Donc, ce grand mouvement d'urbanisation de nos sociétés, c'est un mouvement qui est porteur finalement de difficultés pour la plupart des populations qui arrivent trop vite dans un certain nombre d'endroits dans le monde par rapport à la capacité des États, des mégapoles, à mettre en place les infrastructures pour les accueillir dans de bonnes conditions. Alors, une mégapole, c'est plus de 10 millions d'habitants. Hein. À l'UNCAN, c'est vrai que le continent africain, qui est en pleine croissance démographique, est particulièrement concerné par ce phénomène d'urbanisation. Juste quelques chiffres. Hein. Le Caire, en Égypte, c'est 20 millions d'habitants. Lagos, au Nigeria, 14 millions. Kinshasa, en République démocratique du Congo, 13 millions d'habitants. Sont déjà donc des mégapoles. Luanda en Angola, Dar es Salaam en Tanzanie, Johannesburg en Afrique du Sud. Toutes ces villes vont atteindre ce statut de mégalopole d'ici 2030. Et Dakar aussi devrait dépasser les 10 millions d'habitants d'ici 2050, peut-être même avant. Alors, comment est-ce que vous appréhendez cette situation, sachant qu'il faut déjà aller chercher de l'eau pour Dakar à plus de 250 km aujourd'hui? Oui, c'est une situation difficile. Enfin, c'est une situation difficile que nous connaissons. C'est pourquoi j'aurais voulu, avant de rentrer sur ces questions urbaines, vraiment peut-être essayer de présenter, par exemple, à cette échelle, pays, le Sénégal, quel est peut-être le potentiel. Je crois que j'y arriverai en vous montrant un peu, c'est Alt S ici pour partager l'écran. Allez-y. Il faut faire Alt S. Voilà, je ne sais pas si vous l'avez à l'écran. Oui, alors là, en effet, on voit votre document, oui. Oui, voilà. Donc, si je prends l'exemple du Sénégal, nous sommes dans un pays sahélien, dans nos sahéliens, la limite avec
Vraiment, nous sommes en frontière avec le désert et peut-être un peu plus au sud avec le domaine soudanien humide. Donc, je voulais vous montrer ces cartes de la DGPRE, la Direction de gestion et de planification des ressources en eau, à qui j'emprunte ces cartes, pour montrer ici quel est le potentiel. D'un point de vue pluviométrique, on n'aime pas trop les chiffres, mais on sait que l'eau atmosphérique fait entre 150 milliards et 200 milliards de mètres cubes. Comme le montrait tout à l'heure le directeur Servat, donc cette eau-là que nous retrouvons dans des cours d'eau, comme le fleuve Sénégal, on a quelques cours d'eau avec un potentiel estimé à quelques trentaines de milliards, et puis des lacs peut-être aux environs de 500 millions de mètres cubes. Mais nous avons essentiellement des eaux souterraines. Et là, nous avons un gros potentiel qui est là, de près de 500 milliards de mètres cubes. Donc, sur le cycle hydrologique, nous arrivons quand même à récupérer, à récupérer énormément de quantité d'eau. Quand vous regardez la situation de notre pays, on peut dire que les réserves à la fois en eau de surface, en eau souterraine, etc., tout ce qui est disponible dans les lacs, les cours d'eau, les aquifères, etc., paraissent plus ou moins suffisantes pour couvrir les besoins et soutenir même toutes les activités de développement. Même si nous reviendrons sur ça, les activités de développement peut-être sont relativement faibles. Mais on verra qu'il y a une mauvaise répartition et peut-être pas toujours l'accès adéquat donc, à ces ressources. Donc, ce qui fait que le pays en lui-même, quand vous le regardez, bon, on connaît quel est le potentiel mobilisable, quelles sont les zones où on a besoin d'eau, etc. Et c'est dans ce contexte-là, justement, qu'on peut parler peut-être de la question urbaine. La question urbaine va se poser. L'Afrique, nous connaissons tous ces taux d'urbanisation de 4,6%, c'est extrêmement élevé. On a tendance à se concentrer en milieu urbain. Et nous avons des difficultés, effectivement, à mobiliser la ressource, mais au plan technique également, à assurer la distribution de la ressource. Sur les 16-17 millions de Sénégalais, donc ici, 17 millions à peu près, donc l'État, en tout cas, les études ont montré qu'en milieu urbain, on avait des taux d'accès relativement élevés, avec des structures de l'État sur 66 zones urbaines qui sont affermies ici par une société nationale d'État. On parle de 98% de taux d'accès à l'eau, donc suivant les critères des ODD sur lesquels nous travaillons dans des villes comme Dakar, etc. Mais il ne faut pas dire qu'il n'y a pas de difficulté de ravitaillement par les AEP pour l'eau douce. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, il nous faut aller chercher l'eau pratiquement au niveau du lac de Guiers, dans le nord du pays, en pleine zone sahélienne, donc pour amener l'eau vers Dakar. Et ça, c'est des infrastructures, c'est des financements, etc. C'est extrêmement difficile en milieu urbain. Et ensuite, en milieu rural, parce que on a divisé les secteurs de cette manière, en milieu rural, l'État est en train d'opérer une réforme. Le taux d'accès aussi, il est correct. Rural, tout à l'heure, si ça ne vous dérange pas, histoire de compartimenter un peu notre discussion et que tout le monde puisse prendre la parole. On a bien compris que c'était compliqué pour Dakar. Alors justement, j'aimerais donner la parole à Didier Orange, parce que vous, Didier Orange, vous ne travaillez pas sur cette eau qu'il faut aller chercher au lac de Guiers à 250 km. Vous vous dites qu'il y a un potentiel en fait d'eau dans les villes qui sont les eaux usées. Alors expliquez-nous déjà, rappelez-nous ce que sont ces eaux usées et comment finalement on peut leur donner de la valeur alors qu'on a plutôt tendance à les négliger. Tout à fait, merci. Notre propos est de pouvoir récupérer ces eaux usées domestiques que chaque être humain produit chaque jour.
On sait tous que on se dit que dans les pays les plus développés, on va produire 200, voire 400, voire 600 litres d'eau par jour, d'eau polluée, ce qu'on appelle d'eau usée. C'est l'eau issue des douches, les bains, les vaisselles, les lessives, les toilettes. Alors, on va parler d'eau grise pour les connaisseurs, eau grise, eau noire. Les eaux grises, c'est simplement les eaux de cuisine, les eaux de nettoyage. Et les eaux noires, ce sont les eaux de nos toilettes. Donc, porteurs des fesses des êtres humains. Et nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de dire, il y a un potentiel, ces eaux usées, dans la ville, sont un énorme potentiel de récupération d'eau, et donc d'économie de l'eau. Plutôt que d'aller la chercher à 250 km au lac de Guerre, pourquoi pas récupérer toutes ces eaux qui sortent des maisons dans la ville. Alors, normalement, la plupart des maisons dans les quartiers les mieux construits, ces eaux sont conduites à ce qu'on appelle des stations d'épuration. Il faut savoir que dans le monde, en fait, il manque encore 80% de stations d'épuration. Et il se trouve que le Sénégal, en fait, représente la moyenne du monde. Au Sénégal, il y a à peu près simplement 20% des gens qui sont connectés. Et dans la ville, on a fait une petite étude dans la ville de Dakar. On peut considérer que seulement 10% des eaux usées libérées par les habitants de Dakar sont traitées par les stations d'épuration de Dakar. Les eaux usées, tout le monde le sait. L'essentiel va à la mer, en fait. Voilà, l'essentiel va à la mer. Va à la mer, pollue les sols aussi. Avant d'aller à la mer, elle rentre dans les sols. C'est ce que disait Madame Juliette Ponce. Il y a tout un cycle mêlé entre le monde biologique et le monde de l'eau. Et donc, on pollue des sols. Donc, on marche sur des sols qui sont pollués par des eaux usées. Et ensuite, ça va à la mer. Or, dans ces eaux usées domestiques, il y a ce qu'on appelle de la matière organique. Et cette matière organique, qui est une matière qui vient de la dégradation du monde biologique, peut être minéralisée pour en faire des fertilisants. Voilà ce qu'on a voulu faire avec Smart Clean Garden. Alors, je ne sais pas si c'est maintenant le propos de développer l'idée. Si, expliquez-nous de comment ça fonctionne. D'accord. Simplement, parce qu'on n'a pas de schéma là, on ne va pas rentrer trop dans des détails techniques, mais comment est-ce qu'on peut finalement valoriser ces eaux usées dans les pays notamment du Sud, puisque ce sont des techniques qui ne coûtent pas très cher. Voilà, l'idée c'était de trouver des techniques qui ne coûtaient pas cher, qui puissent mettre en route par des citoyens. Et donc, nous utilisons ce qu'on appelle des filtres plantés végétaux, qui est une technique qui existe depuis une cinquantaine d'années, mise au point en France par l'IRSTEA, maintenant qui appartient à l'INRAE. Et cette technologie est parfaitement appropriée au monde tropical, du fait de la présence du soleil, puisque le soleil apporte les UV, et les UV sont des grands destructeurs des pathogènes qui peuvent être présents dans ces eaux usées. Donc l'idée, c'est d'amener les eaux usées dans des excavations remplies de gravier dans lesquelles on a planté des végétaux de type typha, roseau, etc. Et pour faire très vite, ces roseaux, par phytoépuration, par minéralisation dans le sol, du fait des cortèges microbiens, permettent de minéraliser la matière organique et de produire justement ce que les plantes ont besoin, produire des nitrates. Et donc, ça permet aussi, d'ailleurs, vous avez alors, vous démontrez que ça marche bien avec un démonstrateur opérationnel à Dakar depuis mi-février. Et vous avez d'ailleurs la ville de Dakar serait intéressée aussi pour ces ronds-points éventuellement, ce qui permettait de revégétaliser la ville, c'est ça? Voilà. Donc, nous avons développé donc un démonstrateur qui permet aujourd'hui, il est fonctionnel, et on produit 15 à 20 mètres cubes d'eau par jour, qui servent à irriguer des arbres, 200 arbres, et puis faire un maraîchage. Et l'idée,
ensuite, avec la mairie de Dakar, c'est d'envisager d'utiliser le même type de technique par quartier pour irriguer les ronds-points de la ville de Dakar. Donc, récupérer les eaux usées des quartiers pour faire de l'irrigation. Voilà, et on sait que végétaliser les villes, c'est un enjeu très important, notamment pour lutter contre voilà, Alors, la hausse des températures. l'enjeu, il n'est pas simplement écologique, hein, il est aussi économique, hein, puisque l'idée, c'est de démontrer aussi que de petites entreprises peuvent faire cela. Hein, et donc, à Dakar, nous avons créé une entreprise qui s'appelle Filtre Plante, hein, qui a été créée donc, au mois de décembre et qui a justement construit ce prototype. Et l'idée, c'est que petit à petit se diffuse ce modèle économique. Je voulais dire aussi que les eaux usées, en leur permettant de produire de la masse végétale, permettent d'assainir non seulement les eaux, non seulement les sols, mais aussi l'air, l'atmosphère que nous respirons. Voilà, et puis ça peut permettre de développer aussi l'agriculture urbaine, même si j'imagine qu'il y a peut-être un peu des freins psychologiques encore à vaincre, mais Mais la demande est telle que, effectivement, et notamment à Dakar, hein, c'est pour ça que donc on s'est implanté dans cette ville, toute la zone périurbaine du centre-ville de Dakar est déjà en soi, avec des lacs d'eau usée à ciel ouvert, productrice de maraîchers sans contrôle. Et donc, l'idée, c'est d'accompagner ces petits agriculteurs pour leur amener de l'eau propre et de l'eau pas chère. Pour vous, à l'UNCAN, il y a un vrai potentiel pour cette technique à Dakar? Oui, pour compléter un peu Didier, il faut savoir que nous sommes dans une situation bien particulière dans nos pays où nous vivons de plein fouet la crise climatique, le changement climatique, la baisse de nos ressources en eau. Et ce qui fait qu'il va falloir s'adapter. Il faut faire de l'innovation dans ce. Et donc, plusieurs solutions ici, l'État, les populations, etc., ont essayé plusieurs solutions. On fait des transferts d'eau, on fait un peu ce qu'on appelle des bassins de rétention, des lacs de rétention d'eau, etc., pour pouvoir faire accéder à la population et à la ressource en eau. Mais nous savons également, de par la modélisation climatique, même si nous sommes en situation de vulnérabilité aujourd'hui, nous courons droit vers le stress, c'est-à-dire que l'accès risque de diminuer. Nous risquons d'aller vers moins de 1000 mètres cubes par an et par personne. Donc, en situation de stress. Donc, ce qui fait que les innovations, vraiment, il faut les multiplier. Il y en a au plan institutionnel, la gouvernance de l'eau, etc. Mais c'est surtout au plan technique que les solutions doivent venir. Et Didier propose ici une solution, notamment ces eaux usées qui sont reversées dans la nature, qui posent énormément de problèmes d'hygiène, de santé, parce qu'on a vu également ces maladies liées à l'eau qui se sont énormément développées, et surtout dans un contexte d'urbanisation extrêmement fort. Alors, que faire de ces eaux usées? Donc, c'est tout un tas de programmes, et je crois que ce important de miser dessus. C'est assez important, en tout cas, surtout dans les quartiers périphériques, en milieu urbain non assainis, où vous avez de fortes densités de population. Donc, essayez d'amener de l'innovation, en tout cas, traiter ces eaux et reprendre justement pour aller vers ces concepts de smart garden. Geneviève Pons, en Europe aussi, les eaux usées ont de la valeur. Bien sûr, absolument. Et puis aussi, et je rebondis sur ce que je crois Éric Servat a rappelé, mais peut-être était-ce Didier, excusez-moi, il n'y a que 20% de la population qui est couverte par des stations d'épuration partout dans le monde. Et ce que peut-être on ne sait pas, c'est qu'en Europe aussi, il y a encore du travail à faire. Et donc, cette mission qu'on pourrait appeler, parce qu'on est francophone, Étoile de mer 2030,
qui s'intéresse à l'ensemble de la ressource en eau, a proposé, au moment où la Commission européenne préparait son plan de relance, a proposé que l'on investisse davantage, de façon accélérée, dans ce qui est acheminement de l'eau potable, mais aussi traitement des eaux usées. Parce qu'il reste du travail à faire en Europe. On a des directives européennes qui sont exigeantes et ça peut représenter ce type d'activités qui sont des activités intensives, non seulement en capital, mais aussi en emploi. Ça peut représenter des facteurs de relance économique tout à fait importants. Donc, effectivement, l'Europe est aussi concernée. Elle l'est à moindre titre, bien sûr, que les pays en développement. Je rappelle que dans les villes européennes, le choléra a disparu lorsqu'on a enfin compris le lien avec les eaux usées et qu'on a construit des réseaux d'acheminement d'eau potable et de traitement des eaux usées. Je voudrais dire que, d'une certaine façon, la qualité de l'eau commence dans notre évier parce que les produits que l'on emploie peuvent être plus ou moins agressifs et ça rendra leur traitement et leur réutilisation plus ou moins facile. Donc, c'est aussi un des enseignements de cette mission Étoile de mer. C'est pas seulement que tout est lié, c'est que chacun de nous, face aux menaces qui pèsent sur notre planète et sur, en l'occurrence, notre ressource en eau, chacun de nous souhaite agir. Quand on vous dit que tout va mal autour de vous, mais que vous ne pouvez rien faire, ça va juste vous déprimer. Si on vous dit tout va mal, mais vous pouvez faire quelque chose, c'est nettement plus intéressant. Et donc, effectivement, il y a des mesures qui peuvent être prises par tout un chacun pour respecter cette ressource. Je voudrais dire deux, trois autres choses. Il se trouve que moi, je suis née en Tunisie, qui est un pays que j'aime énormément et qui est un pays qui souffre lui aussi d'aridité. 75% du territoire tunisien est soit aride, soit menacé d'aridité. Et quand même, le sud de la Tunisie a eu une bonne surprise, c'est qu'à un certain moment, en cherchant du pétrole, ils ont trouvé de l'eau. Et donc, il y a des nappes souterraines importantes dans le sud tunisien qui ont permis le développement, parce que la Tunisie, comme d'autres, est en croissance démographique importante et en urbanisation importante. Et donc, ça a permis d'alimenter les îles du Sud et aussi les zones touristiques. Et à ce sujet, je voudrais dire, beaucoup de villes sont des villes au bord de la mer. Donc, c'est un pourcentage important de ces mégalopoles qui se situent sur la mer ou à proximité de la mer. Et il y a quand même aussi un espoir, puisque ça commence à être utilisé dans beaucoup de pays et la Tunisie en fait partie. Je ne sais pas pour le Sénégal, mais je serais vraiment surprise que ce ne soit pas le cas. C'est la désalinisation. Donc, dans les zones arides, c'est quelque chose qui est vraiment utile. Et donc, pour revenir à ces aspects urbains, vous avez aussi cette possibilité qui se développe. Et elle se développe pour l'instant, malheureusement, les usines de retraitement de l'eau de mer, les usines de désalinisation de l'eau de mer, sont le plus souvent alimentés par des combustibles fossiles, par de l'énergie fossile, mais c'est en train de changer. Et pour des jolies petites zones arides, comme par exemple l'île de Mayo, pas très loin du Sénégal, que je connais bien, c'est une très jolie île aride, eh bien, elle ne peut compter que sur l'évaporation des eaux de mer ou sur la désalinisation de l'eau de mer. Donc ça, c'est une des solutions qu'il faut quand même vraiment explorer pour l'avenir, et les technologies qui vont permettre d'utiliser des énergies renouvelables pour procéder à cette désalinisation de l'eau. Éric Servat, le fait de désaliniser l'eau, c'est vrai que ça peut être aussi une source d'apport supplémentaire. Ça coûte très cher encore aujourd'hui. Oui, aujourd'hui, c'est quelque chose qui coûte très cher. Madame Pons vient de rappeler qu'effectivement, à l'heure actuelle, ces centrales de désalinisation fonctionnent pour la plupart d'entre elles sur la base de combustibles fossiles qui sont donc à la fois polluants et chers.
Et donc, ça demande sans doute de les concevoir autrement. Ce qu'on constate, c'est qu'en revanche, sur des petites unités, et on a ici par exemple à Montpellier, dans le cadre du centre UNESCO, dans certains laboratoires du centre, des équipes qui travaillent sur la mise au point de prototypes qui permettent de rendre une eau de bonne qualité à travers des processus de filtration membranaire qui sont eux-mêmes alimentés par de l'énergie solaire. Donc, on a des systèmes qui sont des systèmes simples, qui sont des systèmes robustes, qui sont des systèmes assez peu coûteux, avec une maintenance qui est relativement simple et modeste là aussi, et qui, pour de petites unités, permettent de fournir de l'eau potable aux populations. Il y a eu des prototypes pilotes, par exemple, installés dans des lycées ou dans d'autres petites communautés. Ça fonctionne assez bien. Il y a là sans doute des voies d'exploration à poursuivre. Ça semble effectivement être une solution intéressante. Je voudrais juste dire un petit mot sur la réutilisation des eaux usées, ce que dans notre jargon nous appelons la reuse, parce que je vis dans une région à Montpellier, où il y a beaucoup d'entreprises qui se sont développées et qui maîtrisent parfaitement cette technologie. Il y a vraiment aujourd'hui un vrai savoir-faire dans ce domaine-là. On se rend compte effectivement que là où les eaux sont traitées, il est sans doute plus intéressant de les réutiliser plutôt que de les remettre dans les cours d'eau et de les voir partir directement à la mer. L'utilisation qu'on en fera, parce que c'est aussi quelque chose qui intéresse les gens qui nous écoutent, l'utilisation qu'on en fera permettra d'une certaine manière d'épargner la ressource naturelle. Et donc cette ressource naturelle, elle pourra être utilisée par exemple pour produire de l'eau potable, alors qu'aujourd'hui, ces eaux de réutilisation ne sont pas produites directement pour faire de l'eau potable. Elles sont plutôt produites, comme l'évoquait Didier tout à l'heure, plutôt pour de l'irrigation sous certaines conditions et sous certains contrôles. Et aussi, par exemple, c'est le cas dans nos régions, pour de l'arrosage d'espaces verts. Juste une anecdote, par exemple, les golfs, qui sont de très gros consommateurs d'eau, comme vous le savez, un golf, ça peut consommer entre 250 et 300 000 mètres cubes d'eau par an. C'est donc une utilisation qui est très importante, même si il faut reconnaître qu'il y a de gros efforts qui sont faits dans ce domaine. Ils sont aujourd'hui, certains commencent à se tourner vers la réutilisation des eaux usées, ce qui leur permet d'épargner la ressource naturelle, avec évidemment des conditions très drastiques en matière de vent et d'horaire pendant lesquels on peut utiliser ces techniques-là. Si l'avenir des golfs est assuré, alors on est assuré. C'est juste une anecdote pour dire que des gros consommateurs peuvent eux aussi se tourner vers des solutions de cette nature-là. À petite échelle. Voilà, donc, et c'est sans doute effectivement un élément d'avenir. Alors, autre sujet, Ali Mkan l'évoquait tout à l'heure, ce sont les zones rurales, hein, parce qu'on a beaucoup parlé des villes, mais en zone rurale, les problématiques sont aussi très complexes, notamment avec l'impact des changements climatiques, hein, qui évidemment compliquent la donne avec la hausse des températures, les sécheresses, les inondations, tout ça se succède. Et puis, il faut rappeler que l'agriculture, quand même, consomme les 2/3 de l'eau douce. Hein. Éric Servat, je parle sous votre contrôle, mais c'est l'agriculture qui consomme le plus d'eau douce aujourd'hui. Oui. Du coup, Ali Mkan, dans les zones rurales, au Sénégal, quelles sont les solutions pour essayer justement de, quelque part, pouvoir avoir accès à la ressource en eau sans la gaspiller, sachant, comme vous le montriez tout à l'heure sur la carte, hein, il y a beaucoup d'eau qui sont souterraines, donc c'est cher d'accès aussi. Mais avant d'arriver aux zones rurales, vous me permettrez une petite intervention quand même sur les innovations technologiques, sur la réutilisation des eaux, etc. Parce que dans nos pays aussi, nous sommes confrontés à beaucoup de problèmes de pollution des eaux. Notamment, c'est la pollution par la mer, surtout dans nos cours d'eau. Quand vous avez des déficits dans l'écoulement, généralement, la mer rentre dans l'eau, donc vous avez etc. Avec nous avons des concentrations de sel extrêmement élevées dans nos estuaires, dans nos deltas, etc. Donc, l'eau douce, le plus souvent, est polluée. Polluée également par le rejet des ménages,
comme a parlé tout à l'heure Didier. Donc, nous avons véritablement des problèmes de qualité de l'eau et de mobilisation de ces eaux. Donc, ce qui fait que l'innovation technologique est importante. Aujourd'hui, le Sénégal s'est lancé dans l'implantation d'usines de dessalement. Et bientôt, ces usines entreront en service, bien avant 2023-2024, avec un apport de 50 000 mètres cubes pour aller monter jusqu'à 100 000 mètres cubes. Parce que dans une ville comme Dakar, nous avons à peu près un déficit de 160 000 mètres cubes. C'est important. On peut rester plusieurs jours sans alimentation dans la ville. Donc, la réutilisation des eaux usées, c'est une solution et c'est que l'équipe un peu de Didier tente, mais également bon, comment traiter ces eaux-là pour éviter un peu la pollution et surtout les maladies. Mais en même temps, nous avons parlé du milieu urbain parce que ça, nous avons des sociétés qui s'en occupent. On dit que le taux d'accès à l'eau est suffisant. En milieu rural, c'est une autre gestion, c'est une autre gouvernance de l'eau, donc avec une société qui a été créée, parce que vous savez que nous dépendons essentiellement de la pluviométrie pour mettre en valeur nos écosystèmes. Et donc, vu qu'il y ait une petite sécheresse ou un déficit par rapport à des normes établies, et donc cela se ressent pratiquement sur 65 à 70% de la population sénégalaise. Donc, là également, les taux d'accès à l'eau, c'est une politique qui est menée par l'État en mettant en place une politique de transfert ou par des forages pour accéder aux nappes, malheureusement, qui sont trop profondes, surtout celles du Maïs-Tichin, où il faut aller jusqu'à 400 mètres, etc. Donc, ça demande des investissements extrêmement lourds. Aujourd'hui, au Sénégal, on compte à peu près l'OFOR, l'Office des forages ruraux, fait fonctionner 2150 forages en milieu rural pour donner de l'eau aux populations. C'est encore insuffisant. Des programmes sont mis en place. Le programme d'urgence pour ce qu'on appelle le PUDC ici, pour amener l'eau en milieu rural. Mais c'est au plan de l'eau productive pour pouvoir faire des activités économiques qu'il y a encore beaucoup de contraintes et de défis à relever, même si les populations accèdent à l'eau pour leur alimentation, l'alimentation en eau potable, etc., pour les besoins domestiques, mais pour booster l'agriculture en milieu rural, faire de l'eau productive, donc nous sommes à un certain nombre de défis à relever, parce que c'est l'eau qui permet l'activité économique, c'est l'eau qui permet le développement économique et social, et on ne peut plus se contenter d'avoir une agriculture sur pluie, donc où la saison des pluies dure de 3 à 4 mois maximum. Et donc, c'est un défi que nous avons ici, même si on dit qu'on a des taux d'accès à l'eau de près de 65% en milieu. Et il faut évidemment aussi avoir des modèles agricoles adaptés. Ça, c'est une question qui se pose en Europe, hein, Geneviève Ponce, par rapport à la gestion de l'eau. C'est vrai, dans les pays du Sud, c'est pas tout à fait ce que disait Ali Khan pour les mêmes raisons, mais c'est vrai que aussi dans les pays du Sud, on réfléchit aux modèles agricoles, hein, à développer des semences plus résilientes, à développer de l'agroécologie pour permettre aux sols de se régénérer, etc. En Europe, on a quand même beaucoup abîmé nos sols et ça impacte évidemment la ressource en eau. Donc, comment est-ce que vous voyez cette problématique ? Donc, effectivement, en Europe, l'utilisation d'intrants chimiques en agriculture, qui s'est faite de façon très importante depuis les années 70, a eu pour effet de beaucoup détruire les populations des espèces animales présentes dans les rivières. Donc, vous avez une diminution de ces populations qui a été mesurée en Europe, en tout cas pour certaines d'entre elles, à 70%.
et donc vraiment quelque chose de très sérieux, de très préoccupant. Dans mes précédentes fonctions à la tête de WWF Europe, j'avais reçu des sénateurs français qui venaient de régions agricoles, qui étaient des gens assez âgés, et qui se souvenaient qu'enfant, ils allaient pêcher peut-être la salamandre ou d'autres espèces dans les cours d'eau en bas du champ, et désormais, il n'y a plus rien. Quand ils y vont avec leur petit-fils, le petit-fils, il n'attrape rien. Donc, ils sont conscients qu'il y a un problème, il y a vraiment une volonté de diminuer ces intrants agricoles en Europe. Donc, ça, c'est l'un des problèmes de ce lien entre agriculture et ressources en eau, c'est cette pollution dont la plupart des acteurs ont pris conscience et qui est en voie d'être réduite. Peut-être en liaison avec ça aussi, vous avez en Europe un mouvement qui est de renaturation des cours d'eau. Et ça apporte aussi beaucoup de choses du point de vue notamment de la biodiversité. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, la renaturation, moi j'en ai un exemple près de chez moi, dans la plaine de Versailles. Vous aviez des cours d'eau, là en l'occurrence c'était le Rue de Galie, qui depuis très très longtemps était pollué, et je dirais même historiquement, il avait été pollué au moment où le château de Versailles avait été construit, parce que à ce moment-là, beaucoup de déchets qui étaient liés à la population de la cour avaient été jetés dans ce rue. Puis il a été canalisé parce que les gens essayaient de s'en éloigner parce que c'était un cours d'eau pollué. Et donc, il n'a plus joué le rôle que joue un cours d'eau dans un paysage, dans une situation, je dirais, normale. Et il y a en ce moment un mouvement dans la plaine de Versailles pour renaturer, c'est-à-dire le décanaliser, enrichir les berges avec des espèces végétales, remettre certaines espèces animales dans l'eau, etc. Donc, vous avez aussi ce mouvement qui est là et qui est très profitable à la nature en général. Aussi, vous avez dans le sud de l'Europe la même nécessité que dans des régions arides de développer une agriculture économe en eau. Donc là, il y a toutes sortes de techniques qui ont été développées, entre autres d'ailleurs en Israël, hein, qui est un des champions dans ce domaine, mais aussi en Égypte. Vous avez toutes sortes de techniques qui permettent de développer cette agriculture économe en eau, et ce type de technique sera de plus en plus utile dans certaines régions d'Europe avec le changement climatique. Je pense à des régions d'Espagne, par exemple. Voilà, donc il y a de multiples relations entre agriculture et eau, et il y a de multiples solutions qui sont en train d'être développées, aussi bien en Europe pour répondre aux problèmes qui sont assez typiquement européens que j'ai décrits d'utilisation excessive des intrants agricoles, mais aussi pour faire face à l'aridité qui est un problème aussi bien européen et qui le sera de plus en plus qu'africain. Alors, j'aimerais bien qu'on parle avant, dans quelques, enfin, je sais pas, d'ici 5-10 minutes, je relayerai les questions qui commencent à arriver là des personnes qui nous suivent, qui sont assez nombreux, je dois dire. Donc, je vous transmettrai ces questions qui arrivent au fur et à mesure. Mais comme vous êtes tous chercheurs ou impliqués et vous suivez les recherches qui se font, qu'est-ce qui vous semble être, pour conclure un peu, je dirais, avant de donner la parole à ceux qui nous écoutent, quelles sont pour vous les priorités aujourd'hui? Est-ce que c'est interpeller les décideurs politiques pour qu'il y ait, par exemple, plus de moyens mis sur ces questions? Parce que c'est vrai que ce n'est pas toujours la priorité. Pourtant, on l'a bien compris à travers ce que vous avez expliqué, il y a quand même un enjeu crucial et des inquiétudes pour l'avenir. Est-ce que c'est développer la recherche? Si oui, comment? Comment développer la recherche aussi avec des partenariats entre le Nord et le Sud? Enfin, j'imagine que vous allez me répondre les deux à la fois. Éric Servat? Comment vous avez deviné? Oui, évidemment, il y a besoin de poursuivre des actions dans le domaine de la recherche parce que, c'est Aliounkhan qui le mentionnait tout à l'heure, on a de vrais besoins d'innovation.
Et ça, c'est la recherche qui pourra amener l'innovation, la recherche publique, la recherche privée, les interactions entre les laboratoires, les équipes de recherche et les entreprises. Ça permettra d'avancer dans le domaine de l'innovation technologique. Or, c'est absolument nécessaire. Mais il faut aussi qu'il y ait une vraie prise de conscience, et je dirais pas forcément, et en tout cas pas uniquement auprès des populations qui doivent avoir peut-être dans certains cas un comportement un petit peu différent de celui qu'elles ont. C'est vrai qu'aujourd'hui, vous regardez en Europe, tout le monde est tellement habitué à ouvrir un robinet comme étant un geste tellement anodin et avoir de l'eau qui coule qu'on a oublié, on a perdu la notion de la valeur de l'eau et de ce qu'elle représente dans le quotidien et dans le confort du quotidien. Donc, il y a aussi besoin de sensibiliser les décideurs. Et je crois que c'était M. Matsuura qui était directeur général de l'UNESCO au début des années 2000, qui avait notamment rappelé que le secteur de l'eau, c'était un secteur qui souffrait d'un manque chronique d'investissement et à tous les niveaux, que ce soit des niveaux économiques, que ce soit des niveaux politiques. Il y avait en permanence… Pardon ? C'est toujours vrai ? C'est sans doute toujours vrai aujourd'hui quand on regarde effectivement les besoins qu'il y aurait de financement pour remettre le système à niveau partout et la réalité des financements qui sont accordés à ce secteur-là dans la réalité. Donc je crois qu'il y a un vrai besoin de recherche, c'est ce que je disais, un vrai besoin de sensibilisation, ce qui veut dire aussi que la recherche ne doit pas être purement technologique. La recherche, elle doit aussi être une recherche en sciences sociales pour travailler avec les populations. Elle doit s'intéresser aux politiques publiques pour apporter une vraie expertise. Donc, c'est une recherche qui doit être complète, pluridisciplinaire et interdisciplinaire. Il est nécessaire que tous les secteurs de la recherche dialoguent. L'eau est un élément qui est complètement transversal à nos sociétés, à nos modes de vie. Et si vous n'avez pas une approche qui est une approche pluri- et interdisciplinaire, vous passez à côté d'un certain nombre de réalités et d'un certain nombre de problèmes particuliers. Donc, le besoin de recherche, il est là, mais il est plus complexe qu'une recherche qui serait purement sectorielle. Cette recherche, elle a besoin d'être intégratrice et elle a besoin de faire en sorte que les différents domaines scientifiques se questionnent entre eux pour pouvoir avancer dans la bonne direction. Et à partir de là, il faut effectivement apporter une vraie expertise pour que les décideurs, les gestionnaires, les politiques prennent des décisions adaptées à de bons scénarios et qu'ils aient connaissance des trajectoires qu'impliqueraient ces différents scénarios pour essayer de faire le bon choix à un moment donné. Didier Orange, qu'en pense l'éco-hydrologue? J'imagine que vous êtes d'accord? Oui, tout à fait. Je suis tout à fait d'accord. Et que ce soit dans les propos de Geneviève, d'Alioune ou d'Éric, on retrouve bien tout le paradigme de l'éco-hydrologie où il faut entremêler les différentes sciences entre elles et pas simplement les sciences, mais aussi tous les secteurs. Donc, c'est des approches multisectorielles qu'évoquait Eric. Moi, je voudrais simple expérience au sujet de Smart Kindergarten que je coordonne, qui est un projet qui est devenu un consortium qui réunit, comme l'a signalé Eric, la reuse est très forte en France, notamment aussi à Montpellier et dans d'autres universités de France. Donc, dans ce consortium Smart Kindergarten, il y a 21 institutions de par le monde, pas simplement en France, mais ça va jusqu'en Asie. Et l'idée, justement, c'est d'arriver à changer de paradigme. Alors, pas simplement de montrer que notre fameux paradigme qui est nos eaux usées ont de la valeur, mais c'est aussi de montrer qu'il faut à la fois travailler sur les politiques publiques, mais aussi à l'échelle locale avec les citoyens, et c'est en cela que Smart Kindergarten veut être incubateur de petites entreprises. Travailler aussi sur la biodiversité, Madame Ponce l'a évoqué tout à l'heure, sur l'histoire de ce rue, c'est tout à fait ça. Il faut utiliser les capacités que la nature nous offre. Par exemple, dans les filtres plantés de Smart Kindergarten, on utilise la biodiversité animale pour parfaire la minéralisation des eaux usées, pour augmenter leur capacité à minéraliser et à faire des éléments nitrifiés. Et puis, dans Smart Clean Garden, bon, vous avez compris, il y a le garden, voilà, il y a
Clean, on a épuré l'eau, Gardon on produit de la masse verte, et il y a Smart. Alors Smart, c'est le côté innovation, c'est le rêve du chercheur d'arriver, et je vais conclure là-dessus, à contrôler l'épuration des eaux et à faire en sorte que chaque citoyen puisse un jour savoir, quand il consomme de l'eau, qu'est-ce que cette eau va devenir, et donc de réfléchir à des maisons individuelles où les immeubles ou des quartiers seraient complètement autonomes en termes d'assainissement des eaux utilisées. Geneviève Ponce, finalement, la mission Étoile de mer, Smartfish, c'est ça l'idée, c'est d'interpeller les décideurs d'une part, et puis par ailleurs, essayer de stimuler l'innovation? Alors là, j'aurais vraiment beaucoup aimé partager avec vous cette image de l'étoile de mer, parce que c'est cette image de l'étoile de mer qui vous fait comprendre, tout comme celle du cycle tout à l'heure, à quel point tout est lié. Et en fait, ça ne sera pas seulement une affaire de gouvernance, ça sera aussi une affaire de recherche, une affaire d'éducation et de communication, vraiment aussi une affaire de participation. Après, vous aurez des actions comme la lutte contre les pollutions, comme la régénération des milieux, toutes sortes d'actions. Mais peut-être le plus fondamental, je pense que c'est vraiment tout ce qui est lié à l'éducation, à la sensibilisation des gens. Et l'idée, c'est vraiment de leur donner pas seulement la conscience que ce qu'ils font a un impact sur leur propre environnement, mais aussi les moyens d'agir. Et la mission met un accent tout à fait particulier sur l'éducation, parce que quand vous éduquez les enfants, quand vous faites comprendre des choses aux enfants, vous éduquez en même temps les parents et vous éduquez en même temps les grands-parents. Voilà, je Et vous montre votre étoile de mer. Ah ben la voilà, l'étoile de mer. Parce qu'on en parle depuis le début. Ah ben enfin, donc elle est enfin là, et vous comprenez que c'est l'océan et le milieu aquatique qui sont liés. Vous voyez aussi que vous avez l'une des branches qui est sur l'enrichissement des connaissances et la création d'un lien émotionnel. Donc ces choses-là vont ensemble. Si vous savez un peu mieux quelle est la situation, mais aussi comment vous pouvez agir, c'est un très très bon début. Après, vous avez des actions. Bon, les actions, c'est zéro pollution. Et là, c'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure, comprendre que les choses commencent dans votre évier ou dans votre poubelle, la façon dont vous recyclez les choses, dont vous en prenez soin. La gouvernance, évidemment, en fait partie. Donc, quand vous parliez aussi de sensibiliser les gouvernants, c'est un petit peu ce que la mission Étoile de mer a essayé de faire au moment de la définition du plan de relance, et avec un certain succès. Donc, c'est tout à fait vrai. Enfin, vous voyez un petit peu, là, vous avez la décarbonation, je pense que l'on dit, la décarbonation, vous avez la régénération. Donc, vous avez toutes sortes d'actions, et ces actions vont être facilitées par cette prise de conscience, et notamment par l'éducation. Et donc, je pense qu'au moins l'un d'entre vous travaille sur cette décennie des Nations Unies sur la science de l'océan. C'est vraiment une des choses qui vont… on a pas mal dialogué avec eux. Une des choses qui vont vraiment faire avancer les comportements, c'est la connaissance et le partage des connaissances, et comme je le disais, en commençant par les enfants. Alors rapidement, Aliungam, parce que je vois les questions qui se succèdent. Là, on a beaucoup de questions. Alors, donc, pour conclure un petit peu cette table ronde sur la nécessité peut-être d'interpeller les décideurs politiques, et sur quoi il faut mobiliser, selon vous, la recherche, l'innovation. Oui, Les priorités, en fait. oui, vous l'avez dit tout à l'heure au départ que le Sénégal allait organiser le 9e Forum mondial de l'eau. Et justement, nous travaillons sur ces questions de sécurité de l'eau, assurer la permanence et la durabilité de l'eau. Parce que nous savons tous que le cycle n'arrive plus à assurer correctement les ressources en eau. Il faut faire, en tout cas dans ce que la recherche, ce sera l'évaluation de cette vulnérabilité du secteur de ressources en eau,
en fonction de la variabilité climatique, du changement climatique. Donc ça, ce sont des choses vraiment qui sont là. Il faut arriver à des modélisations. La population augmente, les besoins en nourriture augmentent, etc. La préservation des écosystèmes. Donc, ce qui fait qu'il y a des axes prioritaires vraiment de réflexion sur les questions d'accès à l'eau, la mobilisation de la ressource, le lien étroit entre l'eau, l'assainissement, les risques liés aux catastrophes naturelles, que ce soit sécheresse ou inondation ou autre, aux pandémies. Et cette dernière pandémie a montré que l'eau est essentielle. Parfois, on vous dit qu'il faut vous laver les mains, etc. Il faut assurer la sécurité de l'environnement, la sécurité et le respect des écosystèmes, parce que ce sont ces écosystèmes qui sont le support de la vie et de la production, et également la sécurité des territoires, parce que nos territoires ne sont pas viables si on n'a pas de l'eau. Donc, ce qui fait que, justement, dans ce 9e forum mondial de l'eau, je salue le président Ablaye Sène et toute l'équipe, hein, ils ont proposé justement de réfléchir en tout cas sur le développement rural en question. Parce que dans nos pays, le monde rural compte pour plus de 65%. Donc, comment leur assurer justement la sécurité de l'eau pour se lancer dans des activités de développement? Et ça, c'est fondamental. Donc, on aurait pu développer davantage, mais il faut que la paysannerie ou le monde rural, de manière générale, puisse accéder à l'eau et puisse développer tout ce dont on en parle à travers les innovations technologiques, des fermes, des cultures adaptées, des semences également qui s'adaptent à la sécheresse, etc. Et tout ce dont vous avez parlé sur votre étoile, c'est ça ce qui doit accompagner le processus, notamment ces questions d'encadrement, de gouvernance, de réforme du secteur de l'eau, de gestion efficace et efficiente des ressources qui deviennent de plus en plus rares. Merci beaucoup. Alors, nous avons beaucoup de questions. Alors, il y a des petites questions pour rappeler des choses qui ont été dites et les préciser. Puis, je vois qu'il y a pas mal de questions aussi sur les systèmes de phytoépuration, et sur les questions de désalinisation aussi. Et alors, il y a plusieurs personnes qui ont été surprises quand vous parliez de l'épuration. Éric Servat, je crois que c'est vous qui disiez qu'il y avait seulement 20%. Qui est-ce qui parlait du taux? On me demande est-ce que vous pouvez, Cécile Couturier, qui veut qu'on rappelle le chiffre du nombre de stations d'épuration qui manquent dans le monde. Qui avait parlé de ça en disant que… Moi, j'avais signalé, et ça avait été confirmé par Geneviève ensuite, que simplement 20% des eaux usées produites par l'humanité étaient traitées à l'échelle du monde, hein, et qu'à l'échelle du Sénégal, c'était encore moins que ça. Il y a même dans des quartiers très urbains de la ville de Dakar, hein, donc à Pikine, pour ne pas citer, il n'y a que 1% des eaux usées qui sont traitées. Donc 99% des eaux vont dans les sols puis à la mer, comme on dit. Par contre, en termes de nombre de stations d'épuration à Dakar, il y en a 5, mais par contre dans le monde, ça je ne sais pas. Ouais. Mais enfin, ce qu'il faut retenir, c'est que seulement 20% des eaux usées sont traitées à l'échelle mondiale, ce qui est quand même extrêmement faible. Excusez-moi, je vous coupe, mais ce qu'il faut retenir, c'est peut-être le plus important, c'est que nos amis économistes nous ont dit depuis un peu plus de 10 ans qu'il était impossible d'imaginer qu'on puisse construire suffisamment de stations d'épuration pour traiter toutes les eaux produites par les êtres humains. Donc, en fait, il faut trouver d'autres solutions, il faut innover, et il faut absolument trouver les moyens de récupérer ces eaux usées. Il y a des moyens techniques qui coûtent des fois très cher. Hein. Nos astronautes, quand ils montent en station spatiale, récupèrent leurs eaux usées pour faire du café le lendemain matin. Hein, mais ça coûte cher. Mais il y a tout un tas de techniques qui doivent répondre aux économies différentes et aux attentes des citoyens. Parce qu'il y a une question sur la France en disant « Je pensais qu'en France, on ne rejetait rien qui n'ait pas été épuré ». Non, ce n'est pas le cas.
Non, non, ce n'est pas le cas. En France, il y a encore des endroits assez nombreux où le traitement des eaux est pas optimum. On a encore des progrès à faire. On a une vision des choses, c'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a une vision des choses sur l'eau qui est un peu, je vais dire, idéaliste ou utopiste, mais ça reste un petit peu ça quand même. C'est-à-dire qu'on croit que c'est devenu, c'est tellement ancré dans notre quotidien qu'on n'imagine pas qu'il y ait pourtant encore, dans un pays comme la France, de vrais besoins d'investissement dans ce qui touche à l'eau, que ce soit en matière de distribution, que ce soit en matière d'épuration, que ce soit en matière d'innovation dans notre façon de concevoir notre rapport à l'eau et de concevoir le rapport de nos villes à l'eau dans tous les usages qu'on en fait. Il y a de vrais besoins d'innovation. On parle des smart cities, c'est-à-dire donc des villes qui vont gérer, qui vont être voilà. On parle du petit cycle de l'eau qui a besoin d'être amélioré. Donc, il y a de vrais progrès à faire et la France n'est pas épargnée par les progrès qui restent à faire dans ce secteur-là. Je voudrais, oui, Geneviève Pons. oui, je voudrais rajouter d'ailleurs au sujet de la France, hein, vous avez aussi les phénomènes de pollution très graves des eaux, y compris les nappes phréatiques, avec les nitrates. Donc ça, c'est directement lié à certaines formes d'agriculture intensive, en particulier d'élevage intensif. La région qui est la plus touchée, c'est malheureusement la Bretagne. Et donc là, il y a vraiment un gros problème et un gros problème qui ne va pas se régler du jour au lendemain. Hein. Donc on n'a pas, là, on n'a pas vu venir, la gravité de ce problème. Alors, toujours sur les stations d'épuration, il y a une question en disant aujourd'hui, certaines des stations d'épuration produisent du méthane et des fertilisants. Est-ce que vous avez une idée des bénéfices générés relativement au coût de fonctionnement de la station? En fait, là, c'est une question un peu de rentabilité en disant justement si on produit des fertilisants et du méthane. Est-ce que quelqu'un peut répondre à cette question? Didier Orange, peut-être? Peut-être que Eric peut mieux répondre que moi, mais… Oui. Bon. Non, un sujet sur lequel je ne me suis pas penché. Moi, je vais juste te dire que l'idée, c'est en utilisant les eaux usées, en les traitant, c'est de récupérer de l'énergie pour pouvoir la réutiliser à autre chose. Donc, ça peut être de la méthanisation, ça peut être récupérer les boues actives pour les épandre sur des champs, ça peut être récupérer l'ONAS à une usine derrière, associée à sa station d'épuration principale pour fabriquer des briques. Ça peut être aussi fabriquer des briques alors là, c'est des briques, je parlais de briques de construction, mais on peut faire aussi des briques combustibles, etc. Donc, il y a tout un tas de produits dégradés qui permettent de rentrer dans une économie circulaire. Voilà, on est dans ce principe-là d'économie circulaire. Et Marliette Toussaint qui demande… Ce que je voulais dire, oui, je voulais dire que dans notre université, nous avons un laboratoire qui s'occupe du traitement des eaux usées, qui est à Anta Diop. Mais tout ça, ça marche en laboratoire. Les essais au laboratoire montrent qu'on peut récupérer de l'énergie, etc., utiliser, je ne sais pas, dans la boulangerie, etc. Mais en tout cas, le traitement des eaux usées, c'est une grosse question. Dans une ville comme Dakar, le service d'hygiène, par exemple, pour les nappes souterraines, a fait des mesures sur les nitrates. On a des taux de 3000 mg pour des normes qui ne devraient pas dépasser 50 mg par litre. De telle sorte que la société d'exploitation des eaux a dû fermer certains forages. Ce n'est que, bon, maintenant qu'on pense avec ces questions de dilution, etc., on pourrait les reprendre. Mais dans une ville comme Dakar, comme l'a montré Didier, avec ses 5 stations d'épuration, il faut savoir que 70% des eaux, si ce n'est plus, ne sont pas traitées, sont rejetées directement dans la nature. En l'état de l'assainissement, c'est un véritable problème. Il n'y a pas d'assainissement dans la ville, partout dans les quartiers, et ce sont généralement des camions de vidange, donc qui récupèrent les eaux usées, qui font le dépotage, parfois dans la nature, mais dans des lieux bien déterminés.
Et on a eu beaucoup d'histoires autour de la station montée par Bill Gates, justement, pour essayer de récupérer, de traiter ces bouts de vidange et de récupérer l'eau. Mais c'est de l'innovation, mais encore c'est extrêmement faible pour rentrer dans le circuit d'eau. Alors, il y a une question, par exemple, Ken, qui dit quelle est la différence de vitesse entre ce que l'homme puise et ce que les biotopes naturels reconstituent? Alors, ça, c'est une question à 1000 euros. Est-ce qu'on a une idée voilà, de la balance, en gros, entre ce que l'on consomme et ce que la nature est capable de produire? C'est pas Eric Serva? Alors, C'est déficitaire, quoi. la nature, elle produit pas. La nature, elle va remettre en état. C'est ce que je disais au début, on ne produit pas d'eau. Donc, le stock, il est là. Et vous rappeliez vous-même que c'est la même eau que celle que consommaient les dinosaures à l'époque. Hein, c'est la même. Elle a été recyclée. Vous imaginez le nombre de fois où elle a été recyclée. Donc, voilà, c'est la même eau. Simplement, là, on va toucher directement à des choses qui sont liées à l'inégale répartition de l'eau à la surface de la planète. C'est-à-dire que vous avez des endroits avec une eau extrêmement abondante et on va avoir des rotations très rapides. Et puis, vous avez des endroits où vous avez des taux de recharge qui sont très faibles. Vous avez même des endroits où on exploite des nappes d'eau souterraines dites fossiles ou avec des taux de recharge qui sont tellement faibles que de toute manière, on les exploite, je ne vais pas dire à fond perdu, mais à eau perdue, que ce sont des nappes qui ne seront pas renouvelées. Donc, il existe une infinité de situations. Il n'est pas possible de dire globalement le chiffre est de temps. Voilà, en fonction des endroits, en fonction de la nature de l'exploitation de la ressource, vous avez ou pas des stocks qui se reconstituent. Et ce qui est important, c'est de voir si ces stocks se reconstituent dans de bonnes conditions pour reproduire une eau de bonne qualité. Tout le problème, il est là. C'est la réutilisation d'une eau avec des critères d'une qualité qui soit suffisante. Alors après, du coup, ça donne, il y a une question sur Marc Deloin qui dit est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème démographique, c'est-à-dire en disant on est trop nombreux en gros par rapport à la quantité d'eau disponible. Est-ce que je peux peut-être… Oui, Geneviève Ponce, allez-y. Je voulais juste dire, un peu pour rebondir sur ce qu'Éric Serva vient de dire. En Tunisie, donc, ils ont découvert un peu par hasard, parce qu'ils cherchaient du pétrole, cette extraordinaire nappe phréatique. Et en fait, ils ont bien réfléchi à ce qu'il fallait faire pour la conserver. Ce qui veut dire qu'il y a une grande partie des utilisations qui se font sur place, c'est-à-dire qu'ils vont réintégrer la nappe phréatique. Voilà, c'est juste pour… ce sont des trésors et ces trésors, il faut en effet les préserver. Bon, maintenant, dire qu'on est trop nombreux, bon, il se trouve que j'ai la parole, donc je vais réagir. Bon, peut-être, mais so what? Qu'est-ce qu'on va en faire? Il faut bien… Moi, j'ai 3 enfants, je sacrifie lequel en fait? Ah oui, non, il ne faut pas faire ça. Il faut qu'on se débrouille. On est peut-être trop nombreux, mais bon, il faut qu'on se débrouille avec le nombre qui est là. Puis moi, je crois beaucoup, je pense que tous ceux qui sont là l'ont dit, je crois énormément à l'innovation. Hein, à la fois la façon d'économiser l'eau là où elle est rare. Il y a vraiment eu des inventions extraordinaires sur l'utilisation de l'eau dans le désert, par exemple. Vous avez toutes sortes de techniques vraiment stupéfiantes. Vous avez aussi ce dont Eric parlait, c'est-à-dire la possibilité désormais, il y a des prototypes qui existent, il y a la possibilité désormais de dessaler l'eau de mer sans utiliser des grandes quantités d'énergie fossile et en utilisant l'énergie solaire. Alors, ce qui est vraiment très, très utile, puisque par définition, c'est dans des zones arides que le problème se pose le plus, et dans ces zones arides, vous avez souvent beaucoup de soleil. Et donc, vous avez toutes sortes de choses qui se font. Et moi, je pensais aussi, on avait ce genre de projet dans le Sahel du temps de WWF. Vous avez aussi la possibilité d'aller chercher de l'eau assez profondément en utilisant
des puits à énergie solaire. Donc, vous avez toutes sortes d'innovations qui se font un petit peu partout et auxquelles moi je crois beaucoup. La seule chose, c'est qu'il faut les partager, il faut les diffuser. Et je crois que c'est aussi le rôle de la recherche et le rôle d'un forum comme celui d'aujourd'hui, où on a Monsieur Kahn qui est là et Monsieur Orange, Monsieur Servat, moi-même. On essaye de partager ce qu'on a appris et de faire un peu évoluer les choses. Voilà, donc il ne faut certainement pas baisser les bras. Il y a effectivement une croissance démographique très importante, il y a une urbanisation très importante, il y a eu des pratiques agricoles et industrielles d'ailleurs très, très nocives, mais on est capable, c'est en tout cas moi le pari que je fais, maintenant à la tête de cet institut Europe Jacques Delors, c'est le pari que je fais, on est capable d'y faire face. Il faut le faire. Alors, il y a une suggestion de Marc Serrero que je vous soumets qui dit pour sensibiliser à la rareté de l'eau socialement, est-ce qu'on ne pourrait pas faire des coupures d'eau régulières comme dans les pays arides, l'eau apparaîtrait moins coulée de source. Oui, Voilà. alors après, je lui laisse l'entière responsabilité du maintien de l'ordre, hein, parce que Voilà, c'est ça. je pense qu'il y a des endroits où il sera quand même compliqué d'aller contre. Je suis personnellement pas un grand fan des approches malthusiennes. Et donc, mon sentiment, je ne crois pas qu'il faille aller vers des solutions de restriction. Il faut aller vers des solutions d'une meilleure utilisation, d'une optimisation de la ressource et vers le développement d'innovations qui vont nous permettre de suivre le développement de la population, de l'urbanisation, etc. Ce sont des tendances de fond, des tendances lourdes. On ne va pas du jour au lendemain décider d'arrêter l'urbanisation ou de dire aux gens eh bien, vous avez 3 semaines pour apprendre à consommer moitié moins d'eau. Ça ne fonctionnera pas, ça ne fonctionnera jamais. Donc, la solution, elle est dans l'innovation, dans la recherche, dans l'éducation. Madame Pons évoquait tout à l'heure la nécessité de former, d'éduquer. Je crois que c'est très important. Et les solutions, elles passent par là. Alors après, oui, peut-être qu'il y a dans certains cas, effectivement, une utilisation excessive de la ressource. Et là, on peut sans doute faire des efforts. Mais globalement, en moyenne, je ne pense pas qu'on en soit là. Donc, je crois qu'il faut être prudent dans l'utilisation qu'on fait de cette ressource. Mais la solution, elle ne viendra pas de mesures coercitives et restrictives à l'infini. Elle viendra d'une capacité raisonnée d'adaptation par l'éducation et elle viendra par des moyens nouveaux qu'on mettra à disposition de nos sociétés, de notre civilisation, par le biais de la recherche et de l'innovation. Alioune Khan. Oui, j'ai entendu, récemment, on avait une réunion et j'ai entendu notre ministre de l'eau dire qu'il nous faut apprendre à être hydro-résilient. Oui, hydro-résilient, ça veut dire c'est développer une capacité, en tout cas, à s'adapter et à gérer correctement nos ressources. Parce que tout à l'heure, on a dit que le cycle est immuable. Oui, mais nous, dans les pays, surtout de la frange sahélienne, qui subissons un peu ces crises climatiques, la sécheresse, la mousson africaine ne nous arrose pas suffisamment d'eau. Et nous vivons une sécheresse depuis les années 78-98. Hein, ça veut dire que nos ressources, quand même, se sont épuisées. Et les nappes ont baissé parfois de plus de 20 mètres, 30 mètres, etc. Pour reconstituer ces nappes-là, il faudrait peut-être, je ne parle même pas de décennies, mais presque des millénaires pour reconstituer ces nappes. Nos vallées, certaines de nos vallées se sont fossilisées, hein, colmatées même par le sable, etc. Donc, il n'y a plus de traces d'écoulement, etc. Donc, nous vivons vraiment ces difficultés, nous les vivons de plein fouet. Et comment remettre tous ces écosystèmes d'eau, comment remettre l'eau dans ces écosystèmes? Donc, il nous faut de l'ingéniosité, justement, à travers l'éducation, la science, etc. On sait que c'est indispensable, en tout cas, et de pouvoir développer des politiques résilientes, en tout cas, en ce qui concerne l'eau. Alors justement, il y a Clémentine Ségard qui dit « Quid des systèmes de relance du cycle local de l'eau ?»
Ces dispositifs simples qui ralentissent la fuite de l'eau vers l'océan, relancent l'évaporation, les précipitations locales. Je parle de jardins d'absorption des eaux de pluie, de caniveaux végétalisés, de petits bassins de rétention, etc. Qui veut parler de ça? Je peux me permettre de réagir. Didier Orange, oui. Ouais. Bah, donc notre projet Smart King Garden est tout à fait dans cette mouvance. Hein. L'idée, c'est de réutiliser, non seulement, on n'a parlé que des eaux usées, mais aussi c'est réutiliser les eaux pluviales. Et c'est mon chemin de collaboration avec la Lune. Hein. On travaille ensemble sur justement le croisement entre eau usée pluviale et eau usée domestique et eau pluviale. Comment récupérer cet ensemble d'eau ensemble. Et je voulais rebondir aussi sur ce que disait Eric et avant Geneviève, c'est on a évoqué, vous avez donc évoqué ce qu'on vient de construire à Dakar. Hein, je parlais de prototype. Et en fait, pour nous, c'est un démonstrateur. L'idée, c'est de démontrer que ça peut fonctionner. Les étudiants viennent y travailler. On peut y faire. Il y a des écoles qui vont venir. À partir du mois de mai, des écoles vont venir visiter. On est dans cette mouvance. Hein, donc, on dit bien tous la même chose, dans cette mouvance du partage des connaissances avant de l'innovation, un partage des connaissances entre les citoyens. Il faut que chaque citoyen connaisse mieux le cycle, notamment le cycle de l'eau pour pouvoir mieux gérer sa propre vie. Donc, on est aussi dans des changements de paradigme, c'est ce que veut évoquer Éric Servat dans ses propos sur les tendances longues. Hein. On est vraiment dans des changements de paradigme. Et donc, on est sûr qu'il y a plein d'innovations possibles. On est sûr aussi que l'innovation doit être locale, parce qu'elle doit être concertée. Hein. Comme on dit, elle doit être intégrative, hein, donc concerner l'ensemble des différents acteurs d'un lieu donné, hein, sur un sujet donné. Alors, il y a, je vais prendre une dernière question. Dans le cadre de ça c'est Jérémy Ancry qui dit dans le cadre de la Casamance, donc ça doit être pour vous, Aline-Can, auriez-vous une solution d'irrigation pour maraîchage adaptée et répondant aux problématiques d'optimisation de consommation et de réduction de la pénibilité? Oui, c'est une grosse question, l'irrigation. Justement, dans nos pays où on veut inverser les tendances, c'est-à-dire ne plus faire simplement de l'agriculture pluviale, mais stocker des quantités d'eau importantes et puis amener les populations à faire de l'irrigation. Donc ça, c'est un défi à réaliser. Un défi à réaliser, même si on sait qu'avec l'irrigation traditionnelle, 35% des réserves d'eau sont perdues. Mais nous avons des sociétés qui sont implantées, par exemple, dans la vallée du fleuve Sénégal, comme la Coopérative sénégalaise, etc., qui arrivent à développer des techniques d'irrigation, on parle de goutte à goutte, etc., ou de l'eau à la plante, et qui permettent un peu, non seulement de rationaliser la ressource en eau, mais de ne donner à la plante que ce dont elle a besoin pour pouvoir grandir, etc. Ça permet de faire des économies d'eau. Mais tout ça, ça demande un apprentissage sur le long terme, parce qu'on ne se lève pas pour être qualifié dans l'irrigation. Et la Casamance, c'est une région particulière où vous avez plus de 1000 mm d'eau. Ce n'est pas comme le nord du pays, et qui était confronté à des problèmes de salinisation des terres, etc. Mais en agriculture traditionnelle, c'est simplement de la submersion pour faire du riz, etc. Et donc, ces techniques, on a besoin de les faire évoluer, hein, pour une utilisation plus judicieuse, plus rationnelle de l'eau, et ensuite également en faisant une extension des superficies emblavées, etc. Mais tout cela, ça demande de la science, ce n'est pas du jour au lendemain qu'on va faire ça. Et on va peut-être terminer par une… enfin, ce n'est pas une question, mais j'aimerais bien que Éric Servat, vous mentionniez ce que vous mettez en place avec le centre de l'eau à l'UNESCO, le centre de l'eau de l'UNESCO à Montpellier, pour justement créer des synergies de recherche et de formation d'étudiants, et on va terminer sur une perspective positive, d'étudiants du Sud qui peuvent, du
justement avec notamment, je crois que c'est plutôt la Côte d'Ivoire, vous faites des ponts pour qu'il y ait des formations d'ingénieurs et de chercheurs. Oui, absolument. Je serai bref, mais juste pour dire qu'il y a deux éléments. Il y a un élément de recherche en partenariat avec nos collègues des universités du Sud, comme le professeur Alioune Khan et d'autres. Et on travaille en collaboration. Et le CIRAD, comme l'IRD, par exemple, ont mis en place des systèmes de partenariat depuis très longtemps qui permettent de structurer et de consolider cette recherche partenariale entre les équipes du Nord et les équipes du Sud. Et parallèlement à ça, on a effectivement des systèmes de formation qu'on met en place. Et l'idée, c'est vraiment d'avoir des formations qui soient parfaitement adaptées. Et donc, on essaye de les construire là aussi en partenariat et on crée ce qu'on a appelé des diplômes, ce qui s'appelle des diplômes d'établissement. C'est donc des diplômes que nous construisons et qui relèvent d'accords entre des universités. Et on évoquait tout à l'heure les grands centres urbains des pays du Sud, et en particulier en Afrique de l'Ouest notamment. Et on vient de mettre en place un diplôme qui rejoint l'Université de Montpellier, l'Université de Nangui-Abrogwa à Abidjan, l'Université de Mans en Côte d'Ivoire aussi, et l'Institut Félix Houphouët-Boigny à Yamoussoukro. L'idée étant d'offrir une spécialisation de 160 heures pour des étudiants qui sont par ailleurs déjà dans des masters, 160 heures destinées à bien maîtriser toutes ces problématiques de l'eau en milieu urbain. Et je suis certain que ces partenariats dans le domaine de la formation sont un magnifique outil pour l'avenir, de façon à avoir des gens qui soient bien formés. La question du capacity building, le développement des compétences, étant une question absolument essentielle au nord comme au sud. Voilà, on va terminer avec cette note positive. On espère avoir suscité des vocations ce soir. Merci à tous d'avoir participé à ces échanges. Merci à nos intervenants d'avoir joué le jeu de la visioconférence. J'espère qu'on était quand même, voilà, tout le monde a bien entendu. Je pense qu'on avait une liaison de qualité. Merci à tous d'avoir suivi cette conférence pour vos nombreuses questions aussi. C'est vrai que du coup, ça a suscité beaucoup d'interrogations. Et alors, nous vous donnons rendez-vous le 27 mai pour la deuxième conférence du cycle Ma planète demain, qui est donc ce cycle proposé par Universcience et l'IRD. Et nous parlerons à ce moment-là des moyens de lutter contre la déforestation. Il y avait des questions sur le lien entre forêt, pluie, eau, mais voilà, on en parlera à ce moment-là, le 27 mai. On ne peut pas tout dire en 1h30. Merci beaucoup, prenez soin de vous et bonne soirée. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Merci.